Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Bienvenue à vous, 19h27 sur Sud Radio, les vraies voix de la politique. C'est jusqu'à 20h, 0826 300 300. Tiens, pour réagir, débattre avec nos vraies voix que je vous présente tout de suite. Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Philippe. Bonsoir à vous. Et votre livre, tiens, grande plaidoirie, grand procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle, c'est aux éditions Heredium. Luc-Éric Krief, qui va nous rejoindre dans quelques minutes, vice-président de la Fédération de la plasturgie et des composites anciens du MEDEF. Luc-Éric Krief, on va tout de suite donner la parole à Nicolas Corato. Mais juste avant, je vais vous dire Nicolas, sur quoi j'aimerais vous amener. Morad Boudjelal, tiens, on en parle beaucoup depuis 48 heures, homme d'affaires, soutien d'Emmanuel Macron, qui a créé la polémique samedi dernier. C'était lors du meeting du chef de l'État à Marseille. Écoutez ce qu'a dit Morad Boudjelal. Je leur dis en face, à tous ceux qui pensent ça et qui votent Front National, je leur dis en face, regardez-vous, vous êtes racistes. Regardez-vous, vous êtes racistes. Que le vouliez ou non, vous êtes racistes. Voilà, Marine Le Pen qui a tout de suite réagi aux propos de Morad Boudjelal. Elle a réagi sur les réseaux sociaux. La candidate demande solennellement à Emmanuel Macron de condamner, je cite, ses propos intolérables et de cesser sa campagne de mensonges envers l'opposition. Tiens, juste avant de donner la parole, Nicolas Corato, il faut quand même être honnête et c'est pourquoi j'aimerais vous lire la totalité des propos de Morad Boudjelal. Voici ce qu'il a dit. Exactement, même s'il a répété à plusieurs reprises, les électeurs du FN sont des racistes. Ceux qui pensent que lorsqu'il y a un délinquant, on pense déjà que c'est le résultat d'une génétique et pas d'un parcours social, pas d'un parcours culturel ou éducatif. Je leur dis en face, à tous ceux qui pensent ça et qui votent Front National, je leur dis en face, regardez, vous êtes racistes. Si vous croyez que les origines ont une incidence sur l'aptitude, vous êtes raciste. À tous ceux qui votent Front National, à tous les élus du Front National, à tous ceux qui ostracisent une partie de la population jour et nuit, si vous pensez que c'est lié à une origine, vous êtes raciste. Voilà. Maintenant que je vous ai tout dit, est-ce que vous comprenez la polémique? Est-ce qu'Emmanuel Macron doit s'excuser, comme le demande Marine Le Pen? Vous votez sur les réseaux sociaux, puis vous nous appelez pour réagir. 0826 300 300. Luc-Éric Krief va nous rejoindre dans quelques minutes. Mais on va donner la parole à Nicolas Corato. Est-ce que vous comprenez, tiens, la polémique, Nicolas Corato? C'est une polémique qui est aussi vieille que le Front National, qui, je l'appelle, est l'ancêtre du Rassemblement National. On se souvient qu'un autre homme d'affaires, soutien d'un président sortant, à l'époque avait déclenché la polémique. Il s'agit de Bernard Tapie, qui pendant les européennes avait osé franchir le Rubicon et dire aux électeurs du Front National, alors je crois que ces mots étaient encore plus vulgaires, puisqu'il les avait traités, je crois, de salopards et de racistes, et qu'il s'était fait taper sur les doigts par le président Mitterrand, qui considérait, comme d'autres d'ailleurs, qu'il ne faut pas incriminer les électeurs, mais plutôt se battre avec des arguments contre les tenants du parti, à l'époque du Front National, aujourd'hui du Rassemblement National. Ceci étant sur la forme, effectivement, donc on revient à un Rubicon. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude en France d'avoir ce genre de mise en cause des électeurs, mais c'est bien les électeurs qui votent. Et il faut savoir pourquoi les électeurs votent. La question, c'est est-ce que le programme et le parti de Marine Le Pen est raciste? C'est un sujet qui est dans le débat politique. Et quand on vote en conscience, on peut aussi voter pour un parti. Alors moi, je le qualifierais plutôt de xénophobe que de raciste, mais je trouve que d'ailleurs les arguments qui sont développés par le soutien d'Emmanuel Macron sont assez adaptés. C'est vrai que quand vous pensez que l'origine a une influence sur votre capacité à devenir délinquant, quand vous reprenez à votre compte les théories de l'ensauvagement, par exemple, oui, effectivement, il y a un fond de racisme derrière tout ça. Quand vous développez un programme dans lequel vous prônez la suppression du droit du sol pour la remplacer par le droit du sang, oui, il y a quelque chose de xénophobe, voire peut-être de raciste dans cette position. Quand vous expliquez depuis des années que l'immigration est la source de tous les maux des Français, oui, vous êtes dans la xénophobie au sens littéral du terme, c'est-à-dire la peur de l'étranger qui soutient, qui construit votre discours politique et votre programme politique. Donc, la question à poser, c'est est-ce que les électeurs qui votent sur ce programme sont-ils eux-mêmes xénophobes ou racistes? Je pense que la question, effectivement, elle doit être posée et ces électeurs se doivent de la poser, se la poser à eux-mêmes en conscience. Mais moi, je crois qu'il n'y a pas de tabou à dire qu'en France, il y a une partie de la population, pas nécessairement ceux qui votent pour Marine Le Pen, d'ailleurs, peut-être de ceux qui s'abstiennent, mais il y a une partie de la population qui est raciste, oui. La France a un problème avec le racisme. Ça fait des années qu'on le dit, des années qu'on le dénonce, des années qu'on se bat contre cela. Les propos de Morad Boudjelal, est-ce que ça vous choque ou pas de clairement de traiter les électeurs du RN de racistes?
Est-ce que c'est choquant, Nicolas Corato? Non, mais l'extrait que vous avez passé est assez éclairant. Oui. Il a des arguments. Dire les électeurs de Marine Le Pen sont racistes, c'est un peu court. Leur dire, si vous effectivement vous pensez que les origines de certains conduisent logiquement à la délinquance, oui, c'est un argument raciste. Effectivement, voter pour ces arguments, c'est d'être raciste. Moi, je pense qu'il faut pas avoir de tabou par rapport à ça. Il faut qu'on se dise les choses clairement. Oui, voter pour Marine Le Pen aujourd'hui, c'est exercer un droit de vote dans un sens xénophobe. Voilà, il faut le dire. Voilà, et peut-être voire même raciste pour certains aspects. Je pense qu'il n'y a pas de tabou là-dessus. Moi, je suis toujours pour le principe de responsabilité et je ne vois pas pourquoi on en exonère les électeurs. Les électeurs, quand ils font un choix, d'ailleurs, ceux qui font un choix d'aller voter ou de ne pas voter, prennent leurs responsabilités. Et ceux qui votent pour un programme comme celui de Marine Le Pen prennent leurs responsabilités. Ils en ont le droit. C'est la démocratie. On a le droit de voter pour Marine Le Pen, mais on a le droit aussi de dire à ces électeurs ce qu'ils font et ce qu'ils sont peut-être démocratiquement. Ouais. Les électeurs du Rassemblement national sont-ils racistes? Tiens, comme l'a dit à Marseille samedi dernier Morad Boudjelal, soutien d'Emmanuel Macron, 0826 300 300. Muriel est avec nous. Muriel de Béziers. Bonsoir Muriel. Bonsoir Philippe. Bonsoir Nicolas Corato. Voilà, est avec nous. Et Luc Récréev qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Je viens de l'écouter. Voilà. Alors écoutez, déjà, je voulais vous féliciter parce que vous avez passé en intégralité ce qu'a dit Monsieur Boudjelal, qui est donc, je m'excuse, il est bien français, mais enfin d'origine, voilà, et qui a une réussite spectaculaire. Donc, il était bien placé pour en parler, et je ne suis pas un soutien de Monsieur Macron, mais voilà, ni de Madame Le Pen. Est-ce que ces propos vous choquent, traiter les... Non, pas du tout, parce qu'il a employé le conditionnel avec le si devant. Ouais. Et ensuite, il avait des arguments. Mais les gens retiendront que la rhétorique, c'est-à-dire les 3 fois où il dit vous êtes raciste, vous êtes raciste, vous êtes raciste. Donc, par contre, il va saisir ses avocats aussi, parce que le rassemblement, comme il l'a dit sur RMC ce matin, aux grandes gueules, comme il a déjà été piégé par le Rassemblement national, il a fait filmer lui-même son intervention, et bien sûr, ce qui est passé sur les réseaux sociaux a été monté et coupé, pour qu'on ne retienne. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on passe un extrait de 20 secondes. D'ailleurs, moi, je vous ai passé un extrait de 10 secondes, mais je vous ai lu la suite. Évidemment, c'est vrai que l'honnêteté intellectuelle voudrait qu'on passe l'extrait en entier qui dure une bonne minute à peu près. Voilà. Donc, je voulais vous féliciter. Bon. Restez avec nous, Muriel. Luc Récréev nous a rejoint. Bonsoir, Luc Éric. Bonsoir Philippe. Bonsoir à vous, Luc Récréev, vice-président de la Fédération de la plasturgie et des composites, la polémique qui a démarré sur les réseaux sociaux. Et effectivement, vous avez raison Muriel, par le Rassemblement national qui a passé l'extrait donc de Morad Boudjelal. Les électeurs du Rassemblement national sont racistes. Tiens, Luc Récréev, vous venez de nous rejoindre. J'aimerais juste vous lire les premières phrases de Morad Boudjelal. Ceux qui pensent que lorsqu'il y a un délinquant, on pense déjà que c'est le résultat d'une génétique, pas d'un parcours culturel ou éducatif. Je leur dis en face à tous ceux qui pensent ça et qui votent Front National, je leur dis en face, regardez, vous êtes raciste. Est-ce que vous comprenez la polémique? Luc Récréev, tiens, je voudrais dire au passage qu'il cite le Front National et pas le Rassemblement National. J'imagine, Nicolas Corato, que c'est pas une erreur de la part de Morad Boudjelal. Non, c'est pas une erreur, mais c'est aussi une manière de rappeler l'histoire du Rassemblement national qui a un héritage et qui le porte, qui est l'héritier du Front National. Luc Récréev. Oui, alors c'est compliqué parce qu'en fait faut regarder le contexte. Je dirais que il y a quand même un historique qui est quand même pas très très simple. Maintenant, est-ce que derrière le Front National est totalement raciste ou le Rassemblement National? Je pense qu'il y a un pas. Très sincèrement, je serais assez réservé là-dessus. Sur les électeurs, Luc Éric, sur les électeurs du Rassemblement National. Dans les électeurs, il y a forcément une frange qui est certainement atteinte de xénophobie maladive. Voilà, mais je ne pense pas qu'il faille généraliser. C'est comme malheureusement dans tous les représentants de partis, il y a toujours une frange, un pourcentage plus ou moins faible de gens qui ont une xénophobie affirmée. Voilà, donc je suis pas convaincu que dans le Rassemblement national, tout le monde est foncièrement raciste. Je pense qu'il y a des gens qui effectivement défendent un certain nombre de valeurs, qui ont des discours des fois qui sont inappropriés ou en tout cas pas suffisamment
extrêmement mesuré dans le propos, et il peut y avoir effectivement des polémiques qui naissent. Ouais. Alors les électeurs et une partie des électeurs du Rassemblement national, c'est un vote aussi de contestation. Ce sont des gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois. C'est aussi une manière d'exprimer une certaine colère, de dire voilà, on veut du changement. On entend beaucoup de la bouche de certains électeurs, on n'a pas testé Marine Le Pen, c'est toujours les mêmes au pouvoir. On aimerait qu'elle entre à l'Élysée. Il y a un peu de ça aussi, Nicolas Corato. On sent un peu de nouveaux électeurs du Rassemblement national qui, pour eux, je sais pas, je peux me tromper, mais qui ne votent pas par racisme ou par xénophobie, mais voilà, par colère, plus qu'autre chose. Mais il y a effectivement, de toute façon, on sait que c'est un vote. C'est un vote de colère, c'est un vote de protestation. C'est devenu de ces dernières années un vote d'adhésion à une certaine vision de la société et à un certain programme, qui est beaucoup plus complexe que le rapport d'ailleurs à l'autre. Mais il y a quand même des fondamentaux. C'est-à-dire que c'est un parti, un rassemblement qui s'est construit sur, je le répète, plus la xénophobie que le racisme. La xénophobie en reprenant le sens littéral du terme, c'est-à-dire la peur de l'autre. Et qui génère cette colère parfois, et qui voire même entretient cette colère, qui essaye finalement de mettre cette colère, de la juguler en l'expliquant par un seul fait, c'est regardez, finalement la France fait beaucoup pour les autres et très peu pour vous. Et il est temps que le balancier revienne de votre côté, mesdames et messieurs les électeurs. Donc oui, c'est un parti qui joue sur la xénophobie pour justifier un programme qui serait un programme d'exclusion de l'autre, pour revenir à une forme de fausse égalité qui profiterait essentiellement, et voire même exclusivement, aux citoyens qui auraient la nationalité française. Ça se discute, ça se débat. Les sujets sont. Moi, j'ai pas de problème à discuter avec des arguments contre ces éléments-là, mais il faut bien revenir sur les fondamentaux. Les fondamentaux quand même de ces partis qui sont, je le redis, des partis d'extrême droite, c'est la xénophobie au sens littéral du terme, pas au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire la peur de l'autre. Et c'est l'autre, l'étranger, qui va expliquer, par exemple, comment est-ce que ça va jusqu'à expliquer comment est-ce qu'on revient sur un modèle économique sur la retraite à 60 ans, en disant que d'une certaine manière, en payant plus les retraites aux étrangers, ou en payant plus certaines aides sociales aux étrangers, mais uniquement aux nationaux, on reprendra des marges de manœuvre pour financer la retraite à 60 ans. Voilà où on en est. Mais on voit bien qu'à chaque fois, à la base du programme du Rassemblement national, héritier du Front national, il y a cette xénophobie. Et donc oui, les électeurs qui votent Marine Le Pen, même s'ils ont l'impression de voter parfois pour un programme plus social que celui d'Emmanuel Macron, doivent toujours se demander quels sont les sous-jacents de ces programmes-là et de ces propositions. Et on retrouve toujours l'argument de la xénophobie, l'argument de l'exclusion de l'autre pour justifier un certain nombre de valeurs et de propositions de Marine Le Pen. Luc-Éric Krief, vous êtes d'accord avec Nicolas Corato? Je vous donnerai la parole juste après à Muriel qui nous appelle de Béziers. Luc-Éric. Oui, je crois que le résumé a été très bien fait par Nicolas. En fait, c'était cette xénophobie qu'il faut mettre en avant et qui malheureusement, et comme je l'ai dit tout à l'heure, est un petit peu maladive, sur laquelle il peut y avoir un certain nombre de problématiques. Et voilà, je crois que au-delà de la peur de l'autre, c'est quelque chose qui a été entretenu et en fait, globalement, c'est par manque de communication, peut-être par manque d'ouverture également. Muriel. Oui. Vous êtes avec nous 0826 300 300. Est-ce que vous partagez l'analyse de nos deux débatteurs, Luc-Éric Krief et Nicolas Corato? On est tous les trois sur la même longueur d'onde, puisque c'est un parti qui existe depuis le papa. Donc, que je rappelle à M. Morato, il n'a pas osé le dire, mais Corato, Bernard Tapie avait traité le père de salaud. Voilà. Donc, non mais... ce qui se pose à l'heure actuelle, moi je discute avec beaucoup de gens, ils ont un miroir aux alouettes, mais quand je leur pose la question, est-ce que Marine Le Pen a été déjà élue? Est-ce qu'elle a exercé un mandat? Elle a été, je crois, députée. Si, il me semble qu'elle a été députée. Oui. Mais elle n'a jamais eu une mairie, elle n'a jamais eu une agglo, elle n'a jamais rien eu. Et vous confiez les clés de la France. Alors, moi, je vais vous dire, je ne suis pas pour Macron. Mais entre la peste et le choléra, je choisirais celui qui a déjà au moins exercé pendant 5 ans, même si tout n'a pas été bien. Et on pourra éventuellement rectifier le tir aux législatives.
parce que on a les législatives dans 2 mois. Ouais. Donc voilà, j'espère que ça sera un peu mieux, mais que M. Macron, si ses cabinets, tout ça, écoutent actuellement un peu toutes les radios, il faut pas nous traiter comme il nous a traités, parce que ça passera un jour, ça va casser. Ouais. Voilà. Alors, est-ce qu'il a raison, Nicolas Corato, Emmanuel Macron, finalement, de la stratégie qu'il a mis en place, c'est-à-dire la rediabolisation et la diabolisation de Marine Le Pen. Est-ce que, justement, il n'aurait pas, comme le dit Muriel, dû jouer plutôt sur l'incompétence de Marine Le Pen, les chiffres qui ne sont pas bons, l'inexpérience, découdre son programme? Est-ce que ça n'aurait pas été une stratégie, peut-être, qui aurait fonctionner? Alors, on ne sait pas ce qui va se passer dimanche soir. En tout cas, selon le rolling de l'IFOP, il est à 54%. Le chef de l'État, c'est quand même très serré entre les deux. Mais malheureusement, j'ai peur qu'Emmanuel Macron n'ait pensé que ce second tour serait plus facile qu'il ne l'est. Et qu'Emmanuel Macron n'avait pas anticipé finalement qu'un très grand nombre d'électeurs irait par exemple chez Jean-Luc Mélenchon et poserait une difficulté dans l'équation qu'il avait construite patiemment depuis 5 ans. Et qu'il est obligé, un peu à la dernière minute, de trouver une stratégie face à Marine Le Pen et face à ce second tour, qui n'est pas indécis, mais qui est dangereux. Il est dangereux pour ce qui va se passer dimanche prochain, mais peut-être encore plus pour la suite. Parce que finalement, pendant 5 ans, qu'a fait Emmanuel Macron? Emmanuel Macron n'a pas combattu l'extrême droite pendant 5 ans. Voire même, certains de ses ministres, je pense à M. Darmanin qui a repris la théorie de l'ensauvagement, ont pu reprendre un certain nombre des arguments ou des idées de l'extrême droite. Donc, c'est effectivement compliqué en une semaine de reprendre le chemin de la diabolisation d'un parti que vous avez laissé prospérer, en tout cas laissé s'exprimer sans trop de contradictions. Pendant les 5 ans, vous avez été au pouvoir. On a l'impression que Emmanuel Macron redécouvre que le Rassemblement national est un parti d'extrême droite et que Marine Le Pen est une candidate, c'est mon avis, dangereuse pour la République. Ouais. Ça fait un peu court. Et c'est sous pression que le président de la République fait ça. Je suis pas sûr que s'il y avait eu, je ne sais pas moi, 15% d'électeurs pour Jean-Luc Mélenchon, le président de la République aurait la même stratégie pour le second tour. Il se contenterait peut-être, et vous avez raison, d'apparaître comme le bon gestionnaire, celui qui sait face à celle qui ne sait pas, celui qui sait gérer face à celle qui fera n'importe quoi, celui qui a la bonne boussole économique face à celle qui n'en a aucune. Mais effectivement, on voit que ça ne suffit pas, ça, à aller chercher les électeurs de Mélenchon, qui ne sont des opposants à sa doctrine économique et sociale. Donc il lui reste quoi, ce président qui a voulu ce combat, ce duel à tout prix? Il lui reste finalement de revenir à des fondamentaux qui sont la diabolisation du Rassemblement national. Mais on ne peut pas avoir dédiabolisé ou avoir trouvé, comme l'ont dit certains de leurs ministres, Marine Le Pen très molle pendant 5 ans, et puis subitement la retrouver très dure pendant 10 jours. Ouais. Voilà, la difficulté du travail du président de la République sortant, elle est bien là. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes. Restez avec nous. Tiens, Nicolas Corato, Luc-Éric Krief, vous restez avec nous. Tiens, Muriel, restez avec nous, Muriel. On va se retrouver pour encore 10 petites minutes, les 10 dernières minutes des vraies voix de la politique. Faut-il s'attendre à une abstention record dimanche soir? Vous réagissez au 0826 300 300. On en débat dans quelques minutes avec Nicolas Corato, Luc-Éric Krief et Muriel, donc, qui nous appelle de Béziers, qui reste un petit peu avec nous. À tout de suite. C'est le retour des vraies voix de la politique sur Sud Radio avec Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, avec Luc-Éric Krief, porte-parole du syndicat Place d'Alliance, qui est avec nous. Faut-il s'attendre à une abstention record au deuxième tour de l'élection présidentielle? Beaucoup qui ne veulent pas choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen vont soit voter blanc ou s'abstenir. D'ailleurs, la semaine dernière, les soutiens de Jean-Luc Mélenchon, qui étaient appelés à voter, se sont prononcés massivement pour le vote blanc ou l'abstention. Est-ce que vous vous attendez? Est-ce qu'il faut craindre une abstention record dimanche soir, donc second tour de l'élection présidentielle? Nicolas Corato, je vous pose la question, je la poserai à Luc-Éric Krief et Muriel de Béziers. C'est vrai que Nicolas Corato, quand on parle de l'élection autour de nous, on entend beaucoup de Français dire moi je voterai blanc, moi je vais m'abstenir. Ça nous laisse présager une abstention assez conséquente, Nicolas. Oui, vous avez raison. Il y a une différence entre ce qu'on entend autour de nous et ce que les sondeurs nous disent. C'est-à-dire que les sondeurs sont plutôt pas optimistes, mais nous prévoient une abstention autour de 25%, ce qui serait déjà une très grosse abstention pour un second tour présidentiel, mais pas catastrophique ou pas historique au sens premier du terme.
La difficulté, je pense, c'est que souvent on se dit les électeurs vont voter et font leur choix au dernier moment dans l'isoloir entre l'un et l'autre des candidats. Là, j'ai l'impression que les électeurs vont décider au tout dernier moment d'aller ou pas voter. C'est-à-dire que finalement, il y a un match à 3 dimanche. Il y a le résultat de Marine Le Pen, le résultat d'Emmanuel Macron, mais le résultat de l'abstention. Et ce troisième candidat qui s'invite dans la campagne est un candidat invisible, qui ne dit pas son nom et dont les électeurs ne veulent pas parler, ou en tout cas ne veulent pas s'afficher immédiatement. Donc on risque d'avoir une surprise en matière d'abstention dimanche prochain, entre ce que prévoient les sondeurs, qui est assez limité, et ce qu'on entend autour de nous, c'est-à-dire une très forte indécision des électeurs, moins sur pour qui est-ce que je vais aller voter que sur est-ce que je vais participer à ce scrutin ou pas. Et en cela, ça pose une vraie difficulté à Monsieur Macron, qui va devoir mobiliser un électorat, une partie d'un électorat, qui ne veut pas voter pour lui. Ça, c'est la campagne de l'absurde. C'est-à-dire comment je vais venir aux urnes, voter pour moi, des électeurs qui ne veulent pas de moi politiquement. Est-ce que le débat de mercredi soir, le débat du second tour, peut changer la donne, peut influencer ces Français qui ne veulent pas choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ? S'il donne des signes à cet électorat, notamment aux 25% d'électeurs, aux 23% d'électeurs de Mélenchon, peut-être. Mais en tout cas, les signes, il faut qu'il les donne. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il veut que ces gens se déplacent, aillent voter pour lui malgré eux, parce que ce sera un vote malgré eux, eh ben, il faut en donner envie. On dit souvent que l'élection présidentielle, c'est une question d'envie. Il faut que ce président sortant, il donne envie à cette classe électorale d'aller remplir leurs devoirs citoyens, malgré eux. Pour l'instant, les signes, Emmanuel Macron, quel signe il donne? Alors, il a pas fait marche arrière sur la retraite, mais maintenant il parle de référendum. Quant à elle, Marine Le Pen, son porte-parole, a expliqué que le voile n'était plus une priorité. On sent, Luc Éric-Krief, clairement que les deux draguent l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Souvent, c'est de la drague lourde depuis quelques jours. Est-ce que vous pensez, vous, Luc Éric-Krief, que les Français, comme Nicolas Corato, vont faire leur choix au dernier moment dimanche matin? Alors vous pensez que vraiment la décision est prise en ce qui concerne ces Français qui le disent, moi je m'abstiens, je resterai sur mon canapé, ou alors moi je voterai blanc? Luc Éric. Alors moi je vais être un peu plus tranchant peut-être que Nicolas pour une fois. Je pense que les Français aujourd'hui, il y a un rejet d'Emmanuel Macron qui est avéré, on l'entend vraiment partout. Tout à l'heure, Philippe, vous disiez qu'effectivement on entend beaucoup de gens qui veulent s'abstenir. On entend également un rejet d'Emmanuel Macron sur son comportement, son attitude, ses propos, etc. Et 2, il y a la peur de Marine Le Pen. Donc moi, ce que j'entends, et je crois qu'il y a beaucoup de politiques aujourd'hui qui disent, c'est plus l'envie d'aller voter, c'est aller voter pour celui pour lequel vous n'avez pas envie de donner un vote. Vous voyez, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'en fait, on fait passer un message qui est de la négation. C'est quel est celui qui vous repousse le plus et pour lequel vous n'irez pas voter. Donc votez pour le moins mauvais, pour celui qui ferait moins de mal. Donc c'est complètement absurde. C'est là où malheureusement aujourd'hui le vote risque d'avoir une toute autre interprétation. C'est qu'on va voter par défaut pour un candidat pour lequel on n'a pas forcément d'appétence et un candidat pour lequel on n'a pas forcément de croyance. Moi, c'est ça qui me gêne. Et j'ai bien peur que les 25% d'abstention se traduisent par un niveau qui tourne autour de 28-29%. Donc quelque chose qui serait du jamais vu pour une élection au second tour. Voilà. Il y a vraiment ce phénomène à la fois de rejet et de peur qui fait qu'à un moment donné, je pense que les Français vont être très réticents à se rendre dans l'urne pour aller, dans l'isoloir pour mettre un bulletin dans l'urne. Je crois que le record, c'est 29%, c'était en 2002. Les sondages, on donne des sondages tous les jours. Nous, on a un rolling IFOP pour Fiducial, avec Fiducial pour Sud Radio et LCI. Et c'est vrai que chaque jour, on vous donne donc le rolling. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est à 53,5% des intentions de vote. Ça influence ça, Nicolas Corato, s'il continue à monter, par exemple, Emmanuel Macron, est-ce que le risque, ce serait que certains Français se disent c'est bon, c'est joué, je reste chez moi? Oui, ça influence nécessairement et ça met en risque un camp comme celui d'Emmanuel Macron, puisque, je le disais, la difficulté, c'est de mobiliser un électorat qui n'a pas envie d'aller voter pour vous. Alors c'est sûr que si cet électorat se laisse convaincre que c'est plié et que sans lui,
finalement Emmanuel Macron sera réélu, ça risque de créer et d'auto-créer de l'abstention en plus. Et d'ailleurs, je suis un peu étonné de ne pas entendre le refrain qu'on entend normalement dans ces cas-là, notamment dans le camp d'Emmanuel Macron, rien n'est plié, rien n'est joué, jusqu'à dimanche faut tenir, faut participer, il faut se rendre aux urnes. Je les trouve un peu mous sur ce message-là. Je les entends de plus en plus parler des législatives et de moins en moins du second tour, mais je me méfierais, moi, de ces résultats de sondage très très larges et qui démobiliseraient une grande partie de l'électorat à qui ça irait très bien finalement, que Emmanuel Macron non pas soit réélu, mais qu'il ne laisse pas passer Marine Le Pen, sans que pour eux ça se traduise par un acte positif de vote. Donc oui, il y a un danger. Ces sondages sont dangereux dans le sens où ils risquent de démobiliser cet électorat qui ne veut pas voter Macron. Muriel, vous nous appelez de Béziers au 0826 300 300. Vous allez aller voter dimanche, Muriel, ou alors vous faites partie de ceux qui vont s'abstenir? Jusqu'à hier, je me posais la question et comme je suis quelqu'un qui ne s'est jamais de sa vie abstenu, donc oui, j'irai voter dimanche, mais ça sera un vote contre, mais pas pour. Voilà. Parce que au jour d'aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a des choses qui m'ont pas plu chez l'un. Alors chez l'autre, c'est même pas la peine. Je suis complètement à l'opposé de Le Pen, donc c'est pas la peine. Nous on pratique à Béziers, alors ça va, merci, on a donné. Mais par contre, rappelez-vous l'élection de Chirac à 80%. À ce moment-là, les gens, il y a eu même de gauche. Ont eu une mobilisation extraordinaire qu'il n'y aura pas cette fois-ci. Non, c'est sûr. C'était il y a 20 ans. Les choses ont changé. Juste pour finir, Luc-Éric Krief et Nicolas Corato, 1 minute chacun. Alors, je vous l'ai dit, selon le Rolling IFOP, Emmanuel Macron l'emportera à 53,5%. Il y a d'autres sondages qui le donnent même à 55, 56%. C'est fini, le match est joué, c'est plié, Luc-Éric Krief? Je ne pense pas. Et je crois que Nicolas a raison. Il ne faudrait pas que les gens s'endorment. En tout cas, du côté de Macron, qu'il y ait un endormissement ou un évanouissement, ça serait très préjudiciable pour Emmanuel Macron. Maintenant, je vais vous dire, j'entends également des sons de cloche qui disent on n'a jamais testé Marine Le Pen, donc pourquoi pas. Voilà. Donc moi, je serais assez dubitatif. Et rappelez-vous ce que je disais il y a encore pas très longtemps sur vos ondes. On risque d'avoir une surprise. Nicolas Corato. Et moi, je suis pas devin. Mais je pense que rarement le pays n'a été aussi instable, divisé et fracturé, et que ce qui peut se produire dimanche peut être de l'ordre de la surprise, de la mauvaise surprise. Et je le rappelle, une élection, c'est d'abord une mobilisation, et ce sont ceux qui mobilisent leurs électeurs qui gagnent et qui l'emportent. Donc il appartient à chacun des candidats de mobiliser son camp. Et donc chacun doit faire campagne jusqu'au dernier moment. Il ne s'agit pas d'arrêter en se disant c'est plié, place aux législatives. Alors, puisqu'on parle de l'élection présidentielle, il reste donc une étape qui est le débat de l'entre-deux tours que vous pourrez suivre en direct sur Sud Radio à partir de 21h. Donc, le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et puis juste après le débat, évidemment, je vous retrouverai avec nos invités pour commenter, analyser ce débat de l'entre-deux tours. Et puis évidemment, rendez-vous à partir de 18h dimanche soir pour le pré-second tour de l'élection présidentielle. Ce sera avec Jean-Marie Bordry, suivi de Patrick Roger pour les résultats à 20h et les commentaires à partir de 22h avec Philippe David et les vraies voix. Merci à vous Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République. Merci à Luc-Éric Krief, porte-parole du syndicat Place d'Alliance. Merci à vous deux. Dans quelques minutes, c'est le Loft Music, Yvan Cugius qui reçoit Anne Silla ce soir.